Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers amis, bonjour. Je déclare donc cette séance ouverte. Je vous rappelle que cette séance, par ailleurs, est filmée. Dans un premier temps, selon la coutume, nous allons désigner le secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Il convient, comme prévu par l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de nommer un secrétaire de séance parmi les élus présents. Il est nécessaire d'obtenir l'assentiment de ce conseil municipal sur cette désignation. Et je vous propose de désigner Monsieur Louis Houry. Vous n'y voyez pas d'objection particulière? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut procéder à l'appel? Monsieur Doriol, Madame Tudoz, Monsieur Tixier, Madame Bonan, Monsieur Ranfola, Madame Henry, Monsieur Colura, Madame Pianelli, Monsieur Martinez, Madame Costanza Faucheux, Monsieur Molines, Madame Sainteau, Monsieur Houry, Présent. Monsieur De Flessel, Madame Gonin, Madame Germain, Monsieur Michel, Monsieur Méric, Madame Jaguin-Arnay, Monsieur Holler, Monsieur Bertrand, Madame Gourdin, Madame Nguyen, Madame Fiacre-Ciotti, Monsieur Darigo, Madame Le Soutivier, Madame Spataro, Monsieur Roy, Monsieur Mercurio, Madame Védrine, Madame Fimat, Monsieur Rogron, Madame Placide, Madame Bonmati, Monsieur Justy, Madame Chrétien, Monsieur Guindou, Monsieur Itrac, Monsieur Judici. Allez, le quorum est atteint. Nous pouvons donc maintenant valablement délibérer. L'examen de l'ordre du jour appelle l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 avril 2026. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Allez-y, monsieur Judici, vous avez la parole. Bonjour à tous. Monsieur le maire, j'ai deux observations, un commentaire. À la lecture du PV du conseil municipal du 27 avril, page 24, paragraphes 1 et 3, je constate une confusion dans le nom des intervenants. Ce n'est pas monsieur Giusti qui est intervenu, c'est moi. Deuxième observation, je constate aussi que mon patronyme est parfois mal orthographié. Donc on écrit Guidici, G-U-I-D-I-C-I. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Giudici signifie juge au pluriel en langue italienne. Ces coquilles figurent notamment page 1 dans le paragraphe concernant l'appel des conseillers municipaux, page 8, ligne 21, page 11, ligne 26. Merci pour la prise en compte de cette observation. Je souhaiterais également ajouter un commentaire. Monsieur le maire, je dois vous avouer que je suis quelque peu inquiet pour vous. À l'analyse des désignations des membres de l'opposition au sein des différentes commissions, et notamment celle relative à la commission des appels d'offres et au DSP, nous constatons que la liste « Rassemblons-nous pour la Ciotat » obtient 5 voix, alors qu'elle ne comporte qu'un seul élu, tandis que la liste « La Ciotat nous rassemble » recueille également 5 voix pour la commission relative au DSP, alors qu'elle ne dispose que de 2 élus. Même en tenant compte d'éventuels votes réciproques entre élus d'opposition, force est de constater que certains membres de votre majorité ont nécessairement apporté leur suffrage à des représentants de l'opposition. Cela ne manque pas de me surprendre, moi qui ne suis encore qu'un jeune débutant en politique, et c'est là mon inquiétude, parce qu'à ce rythme, j'espère que votre majorité ne basculera pas trop rapidement dans l'opposition. Je précise bien entendu que c'est une boutade. Je tiens toutefois à relativiser mon propos. Le groupe Cap sur le bon sens dispose en effet d'un représentant au sein du CCAS, ainsi qu'à la commission consultative des services publics locaux. Et pour être parfaitement objectif, je rappelle également que vous avez indiqué, à la page 24 du procès-verbal, avoir cherché à agir dans un souci d'équité. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Judici. Alors déjà, permettez-moi de vous dire que je suis vraiment navré qu'on ait pu écorcher à la fois dans l'épellation de votre nom et dans ce qui a pu être retranscrit. Nous allons le modifier de ce pas. C'est jamais très agréable, effectivement, quand un nom, quand un patronyme est déformé de quelque manière qu'il soit. Je suis sincèrement désolé et nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. Quant à votre réaction, ben, je l'entends, hein, naturellement. Je regrette qu'il y ait eu un mois de réflexion entre le dernier conseil et ce conseil-ci pour pouvoir vous expliquer sur ce sujet. J'aurais aimé que vous puissiez le faire en direct et que vous auriez pu porter dans la séance précédente toute votre inquiétude, somme toute légitime, inquiétude que je partage avec la même forme que vous et dans la même badinerie que vous. Voyez-vous, je suis aussi très inquiet pour ma majorité municipale. Je la sens de moins en moins solidaire, de moins en moins homogène, et j'ai peur que dans le temps, cela s'étiole davantage. Je ne manquerai pas de faire appel à votre pertinence et à votre précision de formateur initié pour que vous puissiez consolider tout ça pour nous mettre dans l'état où nous méritons d'être. Et je vous en serai gré à ce moment-là, Monsieur Judici. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, je m'inquiète là pour la liste à venir. S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons donc maintenant à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Et le premier point de cet ordre du jour, c'est la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Le décret numéro 2026-301 du 21 avril 2026 a fixé la date des prochaines élections sénatoriales au 27 septembre 2026. Les membres du Sénat sont élus au scrutin indirect, au niveau départemental, par un collège électoral constitué des députés de l'Assemblée nationale, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, ainsi que des délégués des conseillers municipaux eux-mêmes élus par les conseillers municipaux. Par arrêté du 27 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a requis tous les conseils municipaux du département pour procéder à l'élection de leurs délégués, délégués suppléants, délégués supplémentaires et suppléants, ainsi que les éventuels délégués remplaçants, le vendredi 5 juin 2026. Compte tenu de ma fonction de maire, que j'exerce également le mandat de conseiller régional au sein du conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il a été pourvu donc à mon remplacement en la personne de monsieur Yann Taranto. Je vous propose de procéder à l'élection des 10 délégués supplémentaires et de 12 délégués suppléants au scrutin secret de liste suivant le système de représentation proportionnelle avec application à la règle de la plus forte moyenne. Donc pour ces opérations de vote et en application de l'article R 133 du Code électoral, je vous propose de constituer le bureau électoral et de désigner comme assesseurs sous ma présidence les 2 conseillers les plus âgés et les 2 conseillers les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, à savoir Monsieur Tixier, Madame Tudoz et Madame Fima et Bonan. À ce jour, 2 listes donc nous sont parvenues, 3 listes en tout. Donc ces 3 listes qui nous sont parvenues, certaines même en cet instant T. Donc avant que le scrutin ne soit ouvert, je vous demande si donc certains souhaitent faire une déclaration de candidature et de déposer une liste. Nous avons Pardon, Monsieur Judici, vous avez la parole. Merci. Nous avons déposé une liste. Parfait. Monsieur Gendouf, vous avez la parole. Oui, bonjour, mes chers collègues. Nous avons déposé une liste. Et on a pu s'adapter, en tout cas, au direct, puisque nous avons pu les sortir en direct live, donc c'est parfait. Alors, pour le groupe Jamais Ciotadin, donc Mario Casarosa, Arlette Salvo, Antoine Cassino, André Gros, Christian Fontebride, Nicole Audibert, Luc Romani, Emmanuel Tarallo, Yves Méo et Élodie Magior. En suppléant, Marcel Poirier, Evelyne Flick, Pascal Moriconi, Annie Grégorian, Bernard Botella, Daniel Thoron, Ali Hadjadj, Colette Jankoviak, Vassili Cornille, Sylvie Garabédian, André Eke, Béatrice Ferrante.
Pour la liste Cap sur le bon sens, Monsieur Robert Argous, Madame Virginie Ricard, Daniel Salin, Olivia Ferré, Olivier Vicaire, Lucille Baptiste, Jean-Bernard Hulin, Céline Scalisi, Mohamed Hadjadj, Marie-Laurence Macalusso, Christian Barré, Annick Sarecki, Dominique Gass, Sylvie Vatinel, Sauveur Bertolino, Sarah Philippe, Idim Iguissar, Annabelle Chapuis, Youssef Bounache, Barbara Zin, Michel Pina et Eugénie Texera. Et l'élection pour les sénatoriales avec la liste présentée, La Ciotat nous rassemble, ça va être vite fait, Henri Lebrano. C'est tout bon? Pas de remarques, pas d'observations particulières. Alors, nous allons donc maintenant procéder aux opérations de vote. Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom fait constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, dépose son vote dans l'urne, puis signe la liste d'émargement. Monsieur Tixier et Madame Tudoz, je vous propose d'aller et de vous rendre tout près de l'urne. Et on peut donc appeler les conseillers pour le vote en suivant la liste d'appel. Allez, monsieur Tix. Appelle les gens. Et chacun signe là aussi. Il faut qu'ils écrivent le nom de la liste. Et ils signent. Là, ici, il faut écrire, c'est nouveau, il faut écrire le nom de la liste et ils signent. Mais quelle liste? Ah ben, Jamais Sautadin, La Ciotat nous rassemble, etc. Tu veilles? Oui, je vais surveiller. On est toutes les signatures. Oui, c'est l'administration. Je m'en occupe. Ne me cassez pas la tête. Il est déjà à 43, lui. Hein. Allez, on y va. Je sais. Alors, elle est où la liste là? J'appelle qui là? Je crois que c'est là. Doriol Alexandre a voté. Non, pas encore. Elle ne me contrarie pas. Hein. À voter. Tudos Patricia. Par contre, la liste des marges, c'est fait. Tixier Jean-Louis, Bonan Eva Pauline, Éric Rinfola, Karine Henry Jean-Louis, j'ai voté. a voté. A voté. Attendez. Bon, tu signeras pour moi. Je ne veux pas faire les deux. Ah. Ça vient ? A voté. Bon, Colura Noël, Marie-Laure Pianelli, Jean-Marc Martinez, Éric Anfola a voté. a voté. Karine Henry a voté. Tu sais, il en faudrait un autre, parce qu'il y a un dans ce sens, et dans celui-là, ce serait beaucoup plus simple. Oui. Noël Colura a voté. Merci, super. Perdu ta fonction. Marie-Claire Costanza Faucheux, Richard Molines, Marie-Caroline Sento, A voté, Marie-Laure. Allez. Louis Houry, A voté, Marie-Laure. Bernard de Flessel, Jean-Marc Martinez a voté. Véronique Gonin, Françoise Germain, Jean-Pierre Michel, Olivier Méric, Corinne Jaguin-Darnay,
Franck Holler, a voté. Richard Molinès a voté. Marie-Caroline Cento a voté. C'est bien, ça me fait des non. Voir si j'ai pas perdu la mémoire. Didier Bertrand, Vas-y. Bernard de Flessel, député honoraire, a voté. Très bien. Cécile Gourdin, Oui, c'est maladroit. Qui a 10. Karine Nguyen, Louis Houry a voté. Jean-Pierre Michel a voté. Non, il n'a pas voté. Là, tu signes déjà le point. Myriam Fiacre-Ciotti, François Germain a voté. Elle a changé, ouais. Je vois derrière. Merci. Ah, la jeunesse. C'est bon, j'y vois rien. Elle est où? Germain. Je vote pour François Germain. Attends, bouge pas. De moi. Alors, vas-y. Corinne Jaguin a voté. Allez, Oui. merci. Attends, hein, on va là. Oui, mais tu vas faire les deux puisque tu es là avec les deux enveloppes. Véronique Gonin a voté. Tiens, regarde là. Attends. Voilà. Et Corinne? Non, pas de souci. C'est pas beaucoup. Il y a le vote. C'est bon? Allez, vas-y. Franck Holler a voté. John Darigo, Attends. Je sens qu'il dégage. Sandrine Le Soutivier, Là aussi, sur les marchands. Olivier Méric a voté. Coralie Spataro, Nicolas Roy, Ça y est, j'ai signé les deux, Olivier. C'est bon, merci beaucoup. Didier Bertrand a voté. c'est le dernier. Yes. Voilà. Cécile Gourdin a voté. Putain, je me souviens, mais non, le Stéphane Mercurio, Sarah Védrine, Karine Nguyen a voté. Allez, vas-y. Myriam Fiacre a voté. C'est possible. Il a changé, il sort de bon. Hein. Ouais, ça lui fait du bien un peu le printemps qui va arriver. John Darigo a voté. Sandrine de Souvitier a voté. Léa Fima, C'est bien que je commette une erreur. Qu'est-ce que j'ai dit? À l'envers. Coralie. Samuel Rogron, Attention, signé pour. Ah, tu n'as pas voté pour lui encore? Nicolas Roy a voté. Je t'ai longtemps appelé Eric, toi. Je sais pas pourquoi. Sarah Védrine a voté. Annette Placide, Toi. Madame Spataro, s'il vous plaît. Ah, elle n'a pas signé. Dominique Bonmati, Léa a voté. Pas tout, mais pas Lionel Gusti, pourquoi je vais mettre un H? Ça fait pas tout. Marianne Chrétien, Karim Gendouf, Samuel, Hervé Itrac, Samuel Rogron a voté. Didier Giudici.
faut me rappeler. T'as signé pour toi? Oui, là, c'est bon. Ouais, merci. Parfait. Les deux. Ah, moi, 5 000 euros. Bon, je signe ici ou que là? Les deux. Non, les deux, les deux. Ça, c'est Alors, vous votez pour madame... Là, c'est pour moi. Par contre, rappelle-moi, qui c'est qui a la conférence de marque? À voter. Je sais pas. À voter. Ramène le chercher. Et allez-y. Tiens, signe pour toi d'abord. Ah, ben voilà, c'est. Et à madame Voilà. Bonmati à voter. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes là. Alors là, il faut que vous marquiez le nom de la liste pour qui vous représentera. Donc, c'est. Comment s'appelle votre liste? Donc là, vous votez. Voilà, Monsieur Justi, c'est pour moi. Alors, allez-y. Monsieur Justi a voté. Alors. Ouais, si vous voulez voter. Allez-y, vous ferez les deux signatures. À voter. Pour Monsieur Justi, c'est moi. Ok, ben déjà signé. Vous avez signé le largement? Marianne Chrétien a voté. Ici, cap sur le bon sens. Voilà, si vous voulez, là, comme vous signez sur Monsieur Justi, c'est la procuration. Et vous écrivez aussi cap sur le bon sens. Allez, vas-y. Allez, hop, c'est parti. Karim Gandouf a voté. Ah ouais, c'est ça. Alors Marianne, voilà, tu mets le nom de la liste. Ça nous rassemble. Oh, Et ouais, avec les plumes. On peut les passer. mais non, on peut pas les passer. C'est pour vraie plume. Je peux pas signer avec votre truc en dessous, là. C'est limite, ça. Rien ne va dans cette mairie. Rien ne va. Il y a des tas de choses qui vont très bien. Là, j'ai reçu Madame Marie-Claire, tu votes pour qui, là? pour Mercurio. Stéphane, j'y vais? Ouais, vas-y. Stéphane Mercurio a voté. Tu votes là, tu signes son truc. Et pour finir, Tiens, regarde, Hervé regarde. Trac. Regarde là, regarde, voilà. Et après, tu vois avec... tu as l'avant-dernier. Regarde, c'est là, Hervé. Ok, c'est là. Voilà. Et là, vous devez noter le nom de votre liste. Mais j'en ai pas. Ah si, vous avez... J'ai pas déposé de liste. Non, mais le nom, faut pas vous mettre. Rassemblons. Merci beaucoup. On est bon, en effet. C'est bon. Bien, le scrutin est clos. Les émargements sont complets. Parfait, Nous merci allons beaucoup. donc procéder. N'oubliez pas de signer aussi les émargements, les deux présidents du bureau ainsi que les deux scrutateurs. Au dépouillement. Allez, scrutin clos, on peut dépouiller. Oui, c'est pareil, faites. Oui. Voilà. Oui, écoute. Non, mais tu peux vérifier qu'on a signé tous les deux nos émargements. Oui, s'il te plaît. Allez, vas-y. Alors, à jamais Ciotadin. À jamais Ciotadin. À jamais Ciotadin. La Ciota nous rassemble. Cap sur le bon sens. À jamais Ciotadin. Cap sur le bon sens. À jamais Ciotadin. À jamais Ciotadin. Cap sur le bon sens. À jamais Ciotadin. 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 À jamais Ciotadin.
à jamais Ciotadin, 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 cap sur le bon sens, à jamais Ciotadin, la Ciota nous rassemble, à jamais Ciotadin, 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 à jamais Ciotadin. Donc on va compter. Alors, cap sur le bon sens, j'en vois 4. La Ciota nous rassemble, j'en vois 2. Et le reste, à jamais Ciotadin. « 33, c'est-à-dire une majorité vraiment en difficulté. Bien, mais ce scrutin est clos. Parfait. Donc, sur la distribution, la répartition, pardon, des sièges, vous faites les calculs, l'administration. Merci beaucoup. Merci, maître. Bon, ce qui fait que la liste à jamais Ciotadin, il y aura donc en titulaire Mario Casarosa, Arlette Salvo, Antoine Cassino, André Gros, Christian Fontebride, Nicolo Dibert, Luc Romani, Emmanuel Tarallo et Yves Méo.
Les suppléants Marcel Poirier, Evelyne Flick, Pascal Moriconi, Annie Grigorian, Bernard Bottella, Daniel Thoron, Ali Hadjadj, Colette Jankoviak, Vassili Cornille, Sylvie Garabédian et André Eke. Pour ce qui est des titulaires sur la liste Cap sur le bon sens, donc un titulaire, Monsieur Robert Argous, et un suppléant, Monsieur Christian Barré. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au point suivant. La désignation, point 2, la désignation des représentants des usagers des services publics locaux au sein de la commission consultative des services publics locaux. Madame Fiacre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La commission consultative des services publics locaux CCSPL est instituée par l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle a pour objet de permettre l'expression des usagers des services publics. Elle peut être consultée et formuler un avis sur toute question ayant une incidence directe sur les usagers du service public en matière d'organisation, d'exécution, de desserte, de qualité du service ou autre. La CCSPL est saisie pour examiner les rapports annuels des délégataires de services publics avant leur communication au conseil municipal et lors des procédures de création ou de renouvellement de délégations de services publics. Je vous propose de procéder à la désignation des représentants des usagers et associations d'usagers au sein de la commission consultative des services publics locaux au scrutin public et ainsi de compléter la délibération numéro 2 du 27 avril 2026. Je vous remercie, Madame Fiacre. Y a-t-il des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 3, désormais, appelle l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal et son modificatif, qui est d'ailleurs sur table, avec le modificatif inhérent. Monsieur de Flessel, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le maire. C'est un toilettage, en fait, du règlement intérieur. Vous savez qu'il a été adopté le 22 mars 2026. Il est relatif en particulier sur l'expression orale, les interventions orales des conseillers municipaux et également dans leur expression dans le bulletin municipal que tout le monde connaît. Donc on modifie l'article 9, l'article 12 et l'article 14. On fait nôtre les jurisprudences diverses et variées et on passe la durée maximale, j'entends bien, d'intervention de chaque conseiller municipal qui est portée à 10 minutes. Quant à l'article 14, donc c'est dans le bulletin Vivre la Ciotat, nous modifions également sa rédaction pour attribuer 630 signes par signataire à la tribune. Voilà. Parfait, je vous remercie. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 4 de l'ordre du jour appelle à la désignation des représentants de la ville au sein de la Ciotat Shipyard avec son modificatif inhérent. Madame Bonan, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, par délibération numéro 22 du 22 mars 2026, le conseil municipal a désigné monsieur Jean-Louis Tixier et monsieur Éric Rinfola pour représenter la ville au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société publique locale La Ciotat Shipyard. Toutefois, la ville devait désigner 2 conseillers municipaux au sein du conseil d'administration de la Ciotat Shipyard, mais un seul conseiller municipal au sein de son assemblée générale et non 2 comme précédemment délibéré. Il est donc nécessaire de procéder de nouveau à la désignation des représentants de la ville au sein de ces instances et d'abroger la délibération numéro 22 du 22 mars 2026. Je vous propose de désigner monsieur Jean-Louis Tixier et monsieur Éric Rinfola au conseil d'administration de la Ciotat Shipyard et monsieur Jean-Louis Tixier au sein de l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Le point 5 de l'ordre du jour appelle à l'intention de création d'une aire d'accueil des gens du voyage. Alors, c'est suite à la décision du Conservatoire du littoral et du Parc national des Calanques de ne pas renouveler la convention d'occupation du Tir Club Ciotadin sur son site actuel que la ville avait engagé des études visant à le relocaliser sur le terrain de la Forge au plus tard en 2030. Le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant rappelé que la ville se devait d'accueillir une aire d'accueil des gens du voyage métropolitaine, j'ai proposé de mettre le terrain de la Forge à disposition pour ce projet sous condition exclusive que le club de tir reste sur son site historique sans aucune limite de temps et sans aucune contrainte particulière ou supplémentaire. Je vous propose donc d'approuver le principe de création d'une aire d'accueil des gens du voyage au lieu-dit du Vallon de la Forge sur la route départementale 559 d'une superficie de 10 000 mètres carrés environ, 3610 avenue Émile Baudin à La Ciotat, sous condition exclusive que le club tir reste sur son site historique, propriété du Conservatoire du littoral. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Gendouf, vous avez la parole. Merci, mes chers collègues. Bon, ce dossier, c'est l'Arlésienne, puisque depuis 2001, on parle de créer une aire des gens du voyage, et que c'est une obligation de notre commune de le faire. Et que ce dossier a déjà trop tardé. Et qu'en effet, il faut une aire des gens du voyage. Pour autant, vous connaissez très bien le sujet, certainement, mes chers collègues, ou en tout cas le public et la population peut-être connaît un peu moins le sujet, parce que pendant des années, rien n'a été fait, aucune démarche n'a été faite, tant par la communauté urbaine qui a la compétence avec le département sur le schéma d'aménagement des aires des gens du voyage. Enfin, tout est fait pour que rien ne se passe. Et cette délibération, malheureusement, semble poursuivre cet objectif. Je m'explique. Ce projet a été retoqué par l'Adréal, il me semble, pour des questions environnementales. Ce dossier avait été confié à la Soleam, et je l'avais déjà critiqué en conseil municipal, parce qu'il n'avait absolument rien fait. Nous avions donc confié à la Soleam les études préalables à la création de cette aire des gens du voyage sur le site qui nous est à nouveau proposé et qui avait été retoqué. Ça a coûté 100 000 € à la collectivité. Le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la Soleam l'indique clairement. Alors, moi, je ne comprends pas ce que fait... je comprends pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on propose un site qui, je le rappelle, n'est pas approprié et qu'il a été... il y a eu un avis négatif des services de l'environnement de l'État, que nous avions à l'époque déjà dénoncé la situation de cette aire, proposition de cette aire, c'est-à-dire extrêmement éloignée des écoles, éloignée de l'ensemble des services publics, sans desserte en transport en commun, et puis sur un aménagement sur une voie extrêmement dangereuse. Hein, la sortie de ce terrain sur la route entre La Ciotat et Cassis, sincèrement, elle est dangereuse. Pour ceux qui pratiquent cette route, vous voyez bien que lorsqu'on sort avec une caravane, avec une visibilité qui est extrêmement faible, ça va demander donc des aménagements aussi importants sur la voirie, nécessairement. Parce qu'autrement, on va avoir on pourrait avoir des accidents graves. Donc, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une aire des gens du voyage. On sait que le dossier tel qu'il est monté, il a été monté par la Soleam, des études ont été faites, mais qui ne sont absolument pas concluantes. Donc je pose la question, monsieur le maire, est-ce que cette proposition va aller au bout, finalement, des autorisations nécessaires à la création de cette aire? Et est-ce que va être pris en compte l'accès aux services publics, notamment à l'école, parce que vous savez que les enfants des gens du voyage ont l'obligation d'aller dans les écoles, c'est une obligation, et que comment on fait pour les amener? Voilà, vu l'éloignement de l'aire avec la première école. Bon, moi je pose un certain nombre de questions, on ne veut pas s'opposer évidemment, parce qu'on voit bien que ça traîne tellement, on se dit finalement peut-être que vaut mieux prendre ça que ne rien faire,
mais je m'interroge vraiment si il y a une réelle volonté politique d'apporter une vraie solution aux gens du voyage, parce qu'il est légitime qu'ils puissent être accueillis dignement au XXIe siècle. J'ai moi-même dirigé l'Aire des gens du voyage du pays d'Aubagne, en tant que professionnel. Monsieur Guénot, je m'excuse, je suis désolé, c'est pas fait pour vous. Il y a un feu qui est à l'immeuble de Phare-de-Loup. Je vais demander à Karine Henry et Louis Houry de se rendre sur place. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'est petit. Et Marie-Laure aussi. Pardonnez-moi, monsieur Guénot, je vous en prie. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel, monsieur le maire. Il y a une urgence, il faut évidemment veiller aux populations. Et d'ailleurs, voilà, donc, et même en termes de sécurité incendie, vous savez bien que cette aire, elle est placée dans un espace naturel boisé important. Bon, moi donc, je m'interroge vraiment si on a une volonté, si vous avez une volonté d'aboutir pour respecter non seulement la loi, mais respecter les gens du voyage. Et comme je le disais, il y a un article aujourd'hui dans la Provence, d'ailleurs, sur l'Aire des gens du voyage du pays d'Aubagne, qui fonctionne relativement bien. Et que les questions d'accessibilité ont été traitées, les questions d'accès à l'école ont été traitées. Bon, voilà. Donc on ne va pas s'opposer, évidemment, à cette délibération, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que nous dépassions un petit peu des polémiques stériles et que nous puissions rentrer dans les clous de la loi au bénéfice des gens du voyage. Merci. Je vous remercie, monsieur Guénot. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres observations? Monsieur Itrac, je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour, merci de me donner la parole. Alors c'est vrai que ce dossier est un dossier ancien qui a posé de problèmes depuis de nombreuses années, qui a été porté par la municipalité de La Ciotat sans succès, puisqu'il suppose beaucoup de conditions, c'est-à-dire l'accord de 3 autres communes aux côtés de La Ciotat. Et puis c'est un dossier qui doit être porté au niveau métropolitain, il ne faut pas l'oublier. Alors, la lettre du préfet, je me la suis faite communiquer, je l'ai eue tout à l'heure par vos services, je vous en remercie, mais je ne suis pas totalement satisfait. Donc, cette problématique... enfin, aujourd'hui, on va voter simplement pour le principe d'une aire d'accueil des gens du voyage à cet endroit-là. C'est uniquement le principe. Ce n'est pas la réalisation. On ne s'engage pas à réaliser. On s'engage à ce principe. Bon. Mais est-ce que c'est suffisant? Quelles sont les intentions de votre majorité, monsieur Doriol? Est-ce qu'on va s'arrêter au principe ou est-ce qu'on va vouloir rouvrir le dossier et continuer? Sur le principe, on est d'accord. Je m'interroge. Je me dis... est-ce qu'il suffit de cette délibération ce matin pour donner pleinement satisfaction au préfet? Est-ce que le préfet a tout pouvoir? Qu'en est-il du positionnement de la question juridique du conservatoire du littoral du Parc national des Calanques? Que je sache, en 2018, c'était la ville de La Ciotat qui était propriétaire du sol, propriétaire du terrain. On en a fait... je ne me rappelle plus, c'est une vente ou une donation. En tous les cas, nous ne sommes plus propriétaires du sol, pour 1 euro symbolique. Effectivement, j'étais conseiller municipal d'opposition et je crois que j'avais voté pour, mais ça tournait autour de la maison de Michel Simon à l'époque. Et effectivement, on pouvait se poser le problème en disant, en donnant au conservatoire du littoral, on perdait le foncier. Qu'en était-il du sort du tir club ciotadin? Et c'est le conservatoire du littoral qui, parce que vous avez dit on va délocaliser le tir club pour le mettre à cet endroit, enfin à l'endroit de l'aire des gens du voyage qui était pressenti, on va vous laisser une autorisation jusqu'à 2030. Maintenant, on va dire, on va maintenir avec l'accord du préfet le stand de tir à son emplacement historique parce qu'on va faire une aire des gens du voyage. Moi, je suis le conservateur du littoral. Ça me fait une belle jambe. Qu'en est-il de l'accord du conservatoire du littoral et du Parc national des Calanques en ce qui concerne la pérennité du site historique du tir club? Pose une question. Ensuite, sur la faisabilité de cette aire
est-ce qu'on a vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout? Parce que je me souviens que le dossier qui avait été mené par Patrick Boré sous l'égide de Guy Passlav, il y avait de gros problèmes. Notamment, vous n'ignorez pas que c'est une zone avec un terrain de 10 000 m² qui avait été occupé anciennement par un casse automobile, à l'ancienne de Ocase. Certainement, il y a un problème de dépollution. Ensuite, il y a des fronts rocheux dangereux. Je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, il y a des services départementaux ou de l'État qui ont purgé la roche. Il y a le problème des entrées et des sorties. Si on va accueillir des caravanes qui vont entrer, qui vont sortir, la voie est étroite, elle est dangereuse, on peut rouler rapidement. Il y a le problème de l'éloignement, parce que la ville elle peut avoir l'intention de mettre les gens du voyage à cet endroit-là, mais qui nous dit qu'ils vont l'accepter? Il y avait le coût. En 2016, lorsqu'on avait étudié ce dossier en 2016, le coût était de 6 millions d'euros, c'est quand même pas rien. On est maintenant en 2026, 2027, de 6 millions, on va peut-être passer à 10 millions d'euros. Qui va payer? Quelle va être la contribution de la ville? Quelle va être la contribution de Cassis? Celle de Roquefort-la-Bédou, là? Celle de... J'ai oublié. Non, c'est pas Céreste, non, il n'y a pas Céreste. Carnoux, il n'y a pas Céreste. Moi, j'ai pas vu Céreste. Voilà un petit les questions qui sont posées. Ma question principale, monsieur le maire, quelle est la position du conservatoire et du parc national par rapport à cela? Voilà mon questionnement, sachant que sur le principe, je vais voter. Merci beaucoup. D'autres remarques? D'autres questions? Bon. C'est pas un dossier facile. Vous dites à peu près, vous posez les mêmes questions, pour une fois, monsieur Itrac et monsieur Gendouf. Et c'est pas un dossier qui s'inscrit dans un linéaire. Là où je m'insurge d'ores et déjà en faux, monsieur Gendouf, permettez-moi de vous le dire, mais quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous dites après tout le contraire, puisque nous avions déjà instigé ce dossier il y a une décennie et demie de ça, et c'est vrai que nous devons... Et nous voulions faire une aire des gens du voyage à cet emplacement. Ça n'a pas été possible essentiellement pour des questions de sécurité, déjà dans un premier temps. Et il fallait un aménagement conséquent. Et les choses qui étaient valables en 2012, 2014 puis 2015 sont aujourd'hui aussi valables maintenant. La seule différence de taille quand même notable qu'il faut souligner, c'est que maintenant c'est une compétence métropolitaine. Donc c'est à la charge de la métropole. Et que dans cette belle harmonie, nous allons solliciter les services de la métropole pour faire en sorte que ce dossier puisse aboutir. Est-ce que c'est une volonté délibérée de la ville et qu'est-ce qui se cache derrière par rapport au club ciotadin, par rapport à nos partenaires étatiques que sont respectivement le Conservatoire du Littoral et respectivement le Parc des Calanques, et comment se positionne-t-il? La volonté de la ville, elle est ce qu'elle est. On souhaite une aire des gens du voyage à cet emplacement. Pourquoi est-ce que nous la souhaitons? D'abord parce que nous la devons. Voilà, c'est un premier point et il est clair. C'est une question de loi. La loi nous oblige, nous, commune de La Ciotat, au nom de notre centralité, de faire une aire des gens du voyage pour que les gens du voyage puissent s'installer dignement au sein de notre commune et pas, comme on le voit trop souvent, n'importe où, chez des particuliers, chez des professionnels, avec tous les soucis et les dégâts à la fois moraux et réels qu'ils peuvent occasionner. Donc notre volonté, elle est de faire une aire des gens du voyage conformément à la loi. Ça, c'est le premier point, et il est clair. On me demande, du jour au lendemain, là où nous avons donné les terrains, le Conservatoire du Littoral et le Parc des Calanques, de dire voilà, le tir-club ciotadin ne peut plus rester à la fin du statut qui les lie par convention sur site, ne peut plus rester en lieu et place et qu'il faut donc qu'il s'en aille. C'était au mois de juin 2026. Bon. Forcément, si on les prend l'état brut, belgageurs, oui, ils doivent partir et ils vont s'installer où? La question, inévitablement et inexorablement, revient à nous, mairie de La Ciotat, particulièrement à l'autorité territoriale, de trouver la solution. Moi, j'ai pas 36 solutions, mesdames, messieurs. J'ai pas 36 000 terrains sur la commune de La Ciotat. On est dans un instinct grégaire de préservation que nous appelons tous de nos voeux durablement dans le temps. Bon, j'ai pas 36 solutions, j'en ai qu'une. J'ai ce 10 terrains.
Ce dit terrain, moi, je veux bien me conformer à la loi et faire les efforts nécessaires pour le rendre viable pour les gens du voyage. Mais je ne peux pas payer deux fois. D'abord parce que j'en ai pas les moyens. Je n'ai pas l'espace nécessaire à la fois pour faire une aire des gens du voyage dans un premier temps et dans un deuxième temps de dire, ben voilà, j'ai un autre terrain pour les stands de tir. Donc je dois faire des choix. Le préfet me dit, vous devez vous conformer à la loi, monsieur le maire, et la commune de La Ciotat doit avoir son aire des gens du voyage. Je ne suis pas contre. Même philosophiquement, je pense qu'il la faut pour éviter les dérives dont je parlais tantôt. Mais qu'en est-il réellement de tous ces partenaires étatiques? Eh bien, le préfet, en sa qualité de préfet et d'autorité d'État, va voir, je pense, le parc des Calanques, respectivement le conservatoire, et va lui faire part de l'impérieuse nécessité de se conformer à la loi. Et que je pense qu'entre gens de bonne volonté, on arrivera à trouver des solutions qui puissent permettre, nous, d'être de bons élèves, au stand de tir, de pouvoir rester et demeurer ce qu'il est, et puis au conservatoire de littoral, peut-être de sortir du périmètre le stand de tir en lieu et place du terrain de là où ils sont, en bas de Fare-de-Loup, justement. Bon, ça ne sera pas une chose aisée. Je ne sais pas à ce jour ce que pense le conservatoire du littoral, mais je pense que le préfet, en tant que représentant de l'État, aura son mot final à dire sur ça et qu'il orientera au mieux le sens de cette démarche et nos intérêts communs. Bon. Maintenant, bien sûr, il nous demande de délibérer. C'est vrai, c'est une délibération de principe. Ça ne cache pas derrière, notre volonté n'est pas pour le moins à menuiser dans cette harmonie-là. On est réellement enclin à vouloir réaliser une aire des gens du voyage, à faire les aménagements nécessaires. Mardi prochain, il vient le président de la métropole, en la personne de Nicolas Isnard. Bon, c'est le premier point de l'ordre du jour qui va être mis sur la table, cette aire des gens du voyage. Voilà, parce que, naturellement, la métropole a des difficultés financières que nous connaissons, et c'est une compétence métropolitaine, et qu'on va avoir besoin de la métropole pour qu'on avance main dans la main avec les communes périphériques et inhérentes autour. Je crois, moi, en cette bonne volonté. Je crois en cette expression de la raison générale. Je crois qu'on va pouvoir trouver des solutions. Je crois que quand on a un seul terrain, il faut aller là où c'est le plus pertinent, là où c'est le plus précis, et là où la loi nous oblige à être le plus enclin à être respecté et à pouvoir faire de La Ciotat une commune qui a une aire des gens du voyage et faire profiter ainsi nos communes voisines. Bon, la délibération de principe, elle doit être actée. Nous allons le faire. Notre volonté, elle y est. Je crois, moi, en l'expression du préfet qui a été très clair sur le sujet. C'est une première démarche et nous allons la mener au bout. Nous ferons tous les aménagements nécessaires. Nous y mettrons le temps nécessaire. Nous avons la volonté nécessaire. Nous avons le terrain qui peut permettre de réaliser une telle infrastructure. Nous mettrons à disposition, comme la loi nous oblige, toutes les périphériques existants pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles, à la fois pour l'école, pour les réseaux. Ce qui était valable aussi en termes de sécurité, notamment incendie, c'était déjà dans les études pour le stand de tir. Donc il y a des solutions, et les solutions ont été actées par nos partenaires, par l'État. Donc nous avons tous les indicateurs qui sont au vert. J'attends, moi, maintenant, le préfet et son décret inhérent à ça pour que nous puissions dérouler et enfin avoir cette aire des gens du voyage. Personnellement, à titre individuel, je vais vous répondre clairement, j'y crois. J'y crois, moi, vraiment. J'y crois sincèrement. Et je pense que nous allons y arriver. Voilà, on va se mettre autour de la table et on va trouver des solutions parce que je pense que solutions, il y a. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous conformer à la loi, je le répète en résumé, et je n'ai qu'un seul terrain à disposition. Voilà, mesdames, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Bon, s'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Le point 6 de l'ordre du jour maintenant appelle l'approbation de l'avenant numéro 1 de prolongation de la délégation de service public pour l'exploitation du tennis club avec l'association La Ciotat Tennis Club. Monsieur Molinès, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, effectivement, cette délibération concerne l'approbation de l'avenant numéro 1 de prolongation de la délégation de service public pour l'exploitation du tennis club avec l'association La Ciotat Tennis Club. Par la délibération numéro 19 du 17 mai 2021, le conseil municipal a approuvé le choix de l'association La Ciotat Tennis Club en qualité de délégataire du service public pour l'exploitation et la gestion du tennis club municipal 6-229 avenue Léo-Lagrange sous la forme d'affermage pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2021.
Ce contrat arrivant à échéance le 30 juin 2026, une nouvelle procédure de consultation a été lancée par la délibération numéro 30 du 23 juin 2025 visant la conclusion d'une nouvelle délégation de service public pour l'exploitation et la gestion du tennis club municipal pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2026. En raison des élections municipales du 15 mars 2026 et de la période d'installation de la nouvelle gouvernance, la procédure de renouvellement de cette délégation de service public ne pouvait être finalisée dans les délais impartis par le Code général des collectivités territoriales avant le 30 juin 2026. Afin d'assurer la continuité du service public du tennis municipal club, de ne pas perturber le fonctionnement et de garantir la continuité du service public rendu à ses plus de 700 adhérents, licenciés et usagers, je vous propose d'approuver la prolongation de la dite convention de délégation de service public avec l'association La Ciotat Tennis Club pour une durée de 6 mois, soit du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques? Madame Placide, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Nous avons bien pris connaissance des raisons pour lesquelles la nouvelle DSP n'a pas pu être mise en œuvre. Néanmoins, permettez-nous quand même d'être quelque peu étonnés par les motifs évoqués. Élections municipales, période d'installation de la nouvelle gouvernance, instruction de la procédure. Nous pensons que les candidats à cette DSP n'ont pas attendu le dernier moment pour déposer leur candidature, puisque figure dans un considérant, je cite, que la procédure de passation du nouveau contrat a été engagée et est toujours en cours. Pourrions-nous d'une part savoir où en est la gestion de ce dossier et connaître les opérateurs qui ont candidaté pour obtenir cette DSP? Nous allons nous abstenir, Monsieur le maire. C'est entendu, Madame Placide. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas discuter sur les raisons, parce que les raisons que nous invoquons ne sont pas nées de notre imaginaire ou ne sont pas de nature exagérée. Bon, il y a eu celles que vous venez de décliner, elles sont là, il y a eu les élections au milieu, on est dans une continuité de services publics, donc on a décalé de 6 mois le calendrier, et ça nous permet d'avoir un nouveau calendrier prévisionnel que je peux vous donner, si vous le souhaitez, Madame Placide. Ouais, oui, éventuellement. Juin 2026, donc les auditions des candidats pour la CCSPL se dérouleront. Le 24 juin prochain, plus précisément. En juillet de cette même année, il y aura l'établissement d'un RAO après négociation et mise au point d'un contrat avant le 31 juillet 2026. En septembre 2026, la décision sur le choix motivé du délégataire. 15 jours avant le conseil de fin octobre 2026, la transmission aux membres du conseil municipal du rapport présentant le choix du délégataire. Enfin, fin octobre 2026, une délibération du conseil municipal sur le rapport présentant le choix du délégataire. Puis transmission de la délibération au contrôle de légalité, convention signée, insertion dans une publication locale du dispositif de la délibération approuvant le choix du délégataire et la signature de la convention, et la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés. Comme c'est en cours d'instruction, je ne peux pas vous les décliner. Par contre, Madame Placide, je ne peux pas vous dire qui a postulé. En novembre 2026, la signature de la convention de délégation par le délégataire, puis la signature de la convention par son maire ou son représentant, et l'avis d'attribution au JOUE dans un délai maximum de 48 jours à compter de la notification du contrat. Et puis la prise d'effet du nouveau contrat sera donc au 1er janvier 2027. Voilà le nouveau calendrier qui nous permet de nous réactualiser en fonction des contraintes qui ont été faites et que nous avons subies et qui permet une continuité du service public et une instruction de ce dossier comme il se doit, sereinement. Je vous propose que nous passions au vote. Donc vous êtes contre, hein, c'est bien ça? Ah, pardonnez-moi, vous vous abstenez. Qui est pour? Qui s'abstient, pardon? Qui est contre? Allez, je vous remercie. Le point suivant appelle, c'est le point 7, l'approbation des modalités d'exercice du droit à la formation des élus. Madame la première adjointe, Madame Tudos, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le maire. Bonjour. Alors, pour favoriser l'efficacité des élus, il s'agit d'approuver des modalités d'exercice du droit à la formation des élus. Le conseil municipal fixe le droit à la formation des élus pour la nouvelle mandature. Il est proposé au conseil municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation individuelle et collective, les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole en public, gestion des conflits, conduite de réunions, etc. Et je vous propose d'approuver les modalités d'exercice du droit à la formation des élus telles que décrites ci-dessus et telles que définies par le Code général des collectivités territoriales, les orientations données à la formation des élus telles que présentées ci-dessus. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques, des observations? Je vous propose que nous passions au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Je tiens à rassurer le conseil municipal. On m'informe qu'il y a juste un peu de fumée finalement dans un appartement à Fort-de-Loup. Il n'y a pas de victimes et tout le monde va bien. Voilà. C'est rassurant et je tenais à vous en faire part. Monsieur Houry étant parti, je demande à l'administration et vous tous, mesdames, messieurs, d'acter aussi que désormais la secrétaire de séance, ce sera Madame Tudos depuis le départ de Monsieur Houry. Si vous en êtes d'accord, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Le point suivant appelle à l'approbation de l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation de la Bastide Marin avec l'association La Ciotat. Il était une fois. Monsieur Jean-Louis Tixier, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc, il s'agit d'approuver un avenant numéro 2 à la convention d'occupation de la Bastide Marin avec l'association Il était une fois. Cette convention d'occupation actuellement en vigueur avait été conclue pour une durée de 12 années pour se terminer sans tacite reconduction au 29 décembre 2025. Le 15 décembre 2025, le conseil municipal avait approuvé un avenant consistant à la prolongation de l'occupation pour 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 29 juin 26, afin de permettre la levée des réserves liées aux travaux importants de rénovation de la Bastide entrepris en application de la Convention. Aujourd'hui, la levée des réserves n'a pu être finalisée dans les délais prescrits en raison malheureusement de la liquidation de l'entreprise qui a réalisé le badigeonnage de la façade, qui le faisait d'ailleurs de façon très correcte, puisque j'ai régulièrement assisté aux réunions de chantier, mais qui malheureusement, comme beaucoup d'entreprises, se trouve en difficulté et a dû arrêter ses travaux là comme ailleurs. Il convient donc de trouver une entreprise spécialisée, agréée par l'architecte et bâtiments de France. C'est pas simple. Et à cet effet, il nous semble convenir d'établir un nouvel avenant et d'accorder une prolongation de 6 mois, comptée du 30 juin, de façon à permettre enfin à l'association de lever les réserves liées aux travaux de rénovation de la Bastide qu'elle a entrepris. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques? Je vous en prie, Monsieur Judici, vous avez la parole. Alors, si nous avons bien compris, afin de permettre à l'association d'achever les opérations liées à la réhabilitation du site et à la mise en conformité des travaux de restauration en respectant les règles de l'art, en respectant les prescriptions techniques et architecturales applicables ainsi que les exigences des autorités compétentes, il est proposé de prolonger la convention de 6 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Pourrions-nous connaître l'état d'avancement précis des travaux ainsi que les modalités de leur financement? Alors, les modalités, Monsieur Tixier vient d'en parler puisque apparemment l'opérateur, enfin l'entreprise a déposé le bilan ou n'existe plus. Donc, et savoir qui finance. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027, quel avenir la municipalité envisage-t-elle pour la Bastide Marin, patrimoine remarquable et incontestable de notre ville? La commune étudie-t-elle une reprise en régie directe de ce site? Parce que nous avons l'impression qu'en fait, c'est une entreprise familiale qui gère ce domaine. D'autres associations, fondations, opérateurs culturels ou acteurs du patrimoine ont-ils été consultés ou ont manifesté leur intérêt pour assurer la gestion et l'animation de ce lieu?
Enfin, cette convention étant présentée comme temporaire, donc il y a eu un avenant au 15 décembre 2025, une nouvelle convention aujourd'hui, ne conviendrait-il pas de clarifier dès à présent les modalités de gestion future de ce patrimoine communal afin de garantir une parfaite transparence et de préserver durablement les intérêts de la commune? Il nous paraît en effet essentiel que l'occupation et la gestion de ce bien communal demeurent clairement encadrées par des conventions précises. Merci. Oui, tout à fait. Donc, je rappelle effectivement que cette aventure de la Bastide-Marin, qui est accompagnée une fois de plus par une vie associative ciotadenne très dynamique, se situe dans une volonté de restauration de notre patrimoine constante depuis 2001. Je rappelle bien sûr la restauration de l'Éden, je rappelle la restauration de l'hospice devenu la médiathèque, je rappelle la restauration de la ruine qui était la chaudronnerie devenue une magnifique salle de spectacle, je rappelle le théâtre fermé depuis 30 ans devenu le nouveau conservatoire, je rappelle la restauration de la chapelle des Minimes, je rappelle la restauration de la gare de La Ciotat qui nous a valu, on n'a pas trop parlé parce que c'était la campagne électorale, le prix national à la ville de La Ciotat du patrimoine. Et je rappelle que nous avons voté à l'unanimité des présents de l'époque la démarche du label Ville d'art et d'histoire, avec notamment pour objectif de trouver enfin les moyens de restaurer une grande partie du patrimoine de La Ciotat restant à restaurer, notamment l'hôtel Grimaldi-Régus, l'église Notre-Dame de l'Assomption, le chœur de Pénitent Bleu, etc. Et que donc la Bastide-Marin se situe tout à fait dans ce dossier de label de La Ciotat, ville d'art et d'histoire, qu'elle accueillera également le 20 ou 21 septembre, dans le cadre des cas de Malraux, une réunion, je dirais conférence, colloque toute la journée avec les principaux représentants du patrimoine nationaux, y compris certainement un ministre et Stéphane Bern, et que donc il est bien évident que nous veillons absolument à ce que les travaux de la Bastide puissent être terminés de façon à ce qu'elle trouve toute sa place dans le projet municipal qui s'appelle le Jardin des Bastides et qui effectivement vous sera soumis, et vous verrez qu'il y aura à ce moment-là une cohérence globale dans ce domaine vaste autour de la Bastide, et avec les réglementations et la règle du jeu qui sera définie. Je pense que ça va nous occuper heureusement dans les mois à venir. Pour une fois, je rajouterai pas une virgule. Je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Le point suivant de l'ordre du jour appelle le compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions aux questions de l'opposition. La personne de Madame Bonmati, bon, elle n'est pas là, mais peut-être, si vous voulez bien les lire, Monsieur Judici. Quelle question, Monsieur le maire? Les questions supplémentaires qu'a posé Madame Bonmati. Alors, ça concerne donc, alors vous allez me le reprocher, encore une délibération qui a eu lieu, c'était le 27 avril, et nous avions posé, donc, il y avait la première question, c'était l'approbation de la mise en place d'une indemnité forfaitaire annuelle ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement, et donc on demandait à combien en fait, la question c'est à combien s'élève cette indemnité forfaitaire, puisque vous nous aviez dit entre 100 et 200 euros lors du conseil municipal. Les questions précises que vous avez posées officiellement. La question de Madame Bonmati. Les questions qu'on a envoyées à votre cabinet, c'est ça? Oui.
Ah, d'accord. Alors la première, c'est concernait la délibération numéro 15, vie associative, attribution de subventions aux associations. D'accord. Alors, comment explique-t-on le caractère purement symbolique de la subvention? Alors c'est la question qu'on pose. Comment explique-t-on le caractère purement symbolique de la subvention accordée au Cercle des nageurs souterrains? Bénéficie-t-il d'autres avantages qui justifient son absence de besoin d'aide publique? Qu'est-ce qui justifie le montant extraordinairement élevé de la subvention accordée à la mission locale? 174 000 € en 2026, dont 70 000 € versés en janvier 2026, 30 000 courant juin 2026 et 74 000 qui ont été mandatés donc après la délibération du conseil municipal du 27 avril. Ne dispose-t-elle d'aucun autre mode de financement? Pour finir, je n'avais pas voulu troubler la liesse lors du conseil municipal d'installation le 22 mars dernier, mais je souhaitais interpeller le conseil sur le montant très important de la subvention accordée à la maison Rite, 22 500, alors qu'elle était au départ de 17 500, qu'elle avait été augmentée à 22 500 parce qu'il y avait eu le Covid, des difficultés de financement, etc. Donc là, elle est toujours à 22 500. Et autre interrogation, l'association Atelier à Entreprendre perçoit une subvention de 30 000 €. Donc les 300 membres qui sont pour la moitié des... Alors elle comporte 300 membres, la moitié sont des entreprises de la zone et il nous semble tout à fait en mesure de pouvoir subvenir financièrement aux besoins associatifs sans que la commune, qui ne le fait pas forcément pour d'autres associations avec davantage de besoins, porte son aide à un tel niveau. Y a-t-il donc une raison particulière à cela? La deuxième question, c'était l'approbation de la mise en... Vous voulez répondre ou je... Allez-y, posez toutes les questions de Madame Bonmati. La deuxième, c'était la délibération numéro 32, ressources humaines, approbation de la mise en place d'une indemnité forfaitaire annuelle ouvrant droit à remboursement de frais de déplacement intramuros aux agents municipaux. Lors de la délibération relative au versement d'une indemnité destinée aux agents municipaux pour les frais engendrés par les déplacements professionnels intramuros effectués avec leur véhicule personnel pour le compte de la ville, il avait été indiqué, après hésitation, que cette indemnité serait comprise entre 100 et 200 €. Pourriez-vous nous préciser le montant exact qui a été arrêté? Et s'agissant de la délibération 37, attribution d'un véhicule de fonction à la directrice générale des services, cette délibération concerne l'attribution d'un véhicule de fonction à la directrice générale des services. Pourrions-nous connaître le montant annuel de cette dépense? La différence de coût entre l'attribution d'un véhicule de service et celle d'un véhicule de fonction a-t-elle été évaluée? Si oui, pourrions-nous en connaître le montant? Enfin, pourriez-vous nous indiquer combien d'élus, de cadres ou de chargés de mission bénéficient actuellement d'un véhicule de fonction ou d'un véhicule de service, ainsi que le coût annuel total de ces dotations? Merci. Bon, c'est dommage que Madame Bonmati ne soit pas là, parce que j'aurais bien aimé discuter sur le fond et sur les différences qui peuvent exister peut-être entre vous et nous, parce que je vois cette manière toujours de distiller, d'instiguer un peu le trouble, de jeter un peu l'opprobre pour créer un peu quelques suspicions. Je vois que finalement, dans le Rassemblement national, le théorème basal de la lutte toujours plus oppressante contre le milieu associatif reste de mise. Ça me rassure. On s'inscrit radicalement, nous, sur l'opposé. Parce que nous, en réalité, je le dis sans l'ombre d'une ambiguïté, le tissu associatif, nous le portons, nous l'aimons, nous le revendiquons, nous le soutenons. Parce que le monde associatif, c'est une forme du vivre ensemble. C'est une forme de partage. C'est une forme de solidarité. C'est ça qui fait la Ciotat, une ville pour tous. Et je ne suis pas sûr que ce soit très compatible avec les valeurs de tous les membres de ce conseil municipal. Alors on va revenir très précisément sur les réponses qui ont été données aux questions de ceux qui ne sont pas là pour pouvoir les écouter. Mais c'est pas grave, je vais répondre quand même parce que c'est d'un bon aloi. Les subventions sont attribuées selon un règlement fondé sur des critères objectifs. Les subventions, elles sont attribuées selon un règlement fondé qui sont l'intérêt du service public communal, les activités sur le territoire, la qualité et la cohérence du projet, la dynamique associative et le nombre d'adhérents et la capacité aussi d'autofinancement, minimum 20%, et la situation financière de l'association. Des éléments complémentaires sont également pris en compte, les dossiers administratifs, le financement mobilisé, la conformité réglementaire. Et pour les cercles des nageurs ciotadins, le règlement d'attribution des subventions prévoit que les subventions sont annuelles, facultatives et examinées au regard du dossier présenté par l'association, ainsi que sur les critères objectifs.
S'agissant précisément donc de l'association Cercle des nageurs ciotadins, il faut rappeler que l'association a déjà bénéficié de 8 000 € au titre du fonctionnement lors de la première session, ainsi que d'avantages en nature, à savoir la mise à disposition de la piscine municipale. La demande d'examiner en deuxième session porte sur un complément de 200 € en fonctionnement, sollicité par le club afin de participer à la location d'un espace permettant de réunir ses adhérents dans un contexte de fermeture prolongée de la piscine ayant fortement perturbé son activité et aussi sa trésorerie, avec le remboursement de plusieurs mois de cotisation propre à cela. Le montant peut paraître limité, mais il doit être apprécié aussi au regard de la demande formulée par l'association elle-même. Et en l'espèce, le club a sollicité un complément de 200 €, la ville n'ayant pas vocation à attribuer un montant supérieur à celui demandé. Le règlement intérieur ne conditionne pas l'octroi d'une subvention à une situation de fragilité financière. Le fait qu'une association soit bien gérée n'est donc pas, en soi, un motif d'exclusion. Les demandes sont examinées donc là encore à partir de plusieurs éléments. Je vous l'ai dit, la conformité administrative du dossier, l'intérêt local, l'activité exercée sur le territoire et j'en passe. Aussi, un CIQ peut être soutenu même lorsqu'il présente une situation financière saine, dès lors que son activité répond à un intérêt local et aux critères fixés par le règlement municipal. Sur la mission locale, s'agissant de cette dernière, il est utile de rappeler qu'elle ne repose pas uniquement sur la participation de la commune, mais son modèle économique reste toutefois fondé sur des financements publics et ses subventions représentent environ 67% de son budget, avec notamment la part de l'État, 664 790 €, celle des collectivités territoriales, 318 082 € et les actions spécifiques, 300 213 €. La participation de la ville, elle s'inscrit donc dans un cofinancement avec l'État et le Conseil régional. La commune, elle contribue également par la mise à disposition de moyens matériels humains au-delà de sa simple participation financière. Et concernant le versement en plusieurs tranches, ce fonctionnement était déjà en place avant 2020. Il ne peut pas être interprété comme une manière d'éviter le seuil réglementaire de 23 000 € imposant une convention, celui-ci étant très largement dépassé avec une subvention globale de 174 000 €. En pratique, ce fonctionnement répond surtout à une logique de gestion budgétaire et de suivi. Il permet d'étaler la dépense sur l'exercice tout en conditionnant une partie des versements au suivi de l'activité et aux éléments justificatifs produits par la structure. Ça, c'était pour la réponse 1. Pour la question 2 sur la délibération des ressources humaines, la délibération numéro 32 du 27 avril 2026 détermine les postes éligibles à cette indemnité et les répartit en 3 groupes de forfaits. 100 € pour les déplacements occasionnels, 130 € pour les déplacements fréquents et 210 € pour les déplacements réguliers. À ce jour, c'est moins de 10 agents qui perçoivent le forfait de 100 € par an pour déplacement occasionnel, 9 agents perçoivent le forfait de 130 € pour les déplacements fréquents et 17 agents perçoivent le forfait de 210 € par an pour déplacements réguliers, ce qui donne une enveloppe globale de 5 740 € par an. Et sur la question numéro 3, portant sur l'attribution du véhicule de fonction à la DGS, en ce qui concerne l'attribution du véhicule de fonction, bien, il s'agit d'un véhicule déjà acquis par la ville en 2020. Aucun coût donc de localisation ou d'acquisition n'a été généré par cette attribution. Et en ce qui concerne la différence des coûts entre un véhicule de service et un véhicule de fonction, 2 différences sont à noter. Dans un premier temps, le véhicule de fonction est qualifié d'avantage en nature, qui représente en l'espèce un coût de 175 € par mois en ce qui concerne le véhicule affecté. Et dans un second temps, l'attribution d'un véhicule de fonction entraîne une évolution de l'impôt sur les revenus même de la directrice générale des services afin de tenir compte de cet avantage en nature. Ce coût, il est porté par cette dernière et ne peut être divulgué en tant qu'information relevant du secret de la vie privée. Et en ce qui concerne le nombre d'agents bénéficiant de véhicules, seule la directrice générale des services bénéficie d'un véhicule de fonction, alors que 17 agents bénéficient d'un véhicule de service avec remisage à domicile.
Compte tenu quand même de ce début de mandat, nous sommes en train de travailler sur un nouvel organigramme qui sera proposé à l'automne 2026 et à cette occasion, une nouvelle délibération sera établie pour actualiser les fonctions ouvrant droit à l'attribution d'un véhicule de service. Voilà les réponses que nous devions vous fournir. L'ordre du jour étant définitivement épuisé, je vous remercie pour cette participation nationale, mais vous étiez présents, vous avez presque tous répondu présents, il y a même du public, ce qui est assez exceptionnel à pareille heure et en pareille journée. Je vous remercie à tous et passez un excellent week-end à venir. Merci beaucoup.